Moteur. Caméra tourne. Ça tourne au son. Annonce. Séquence sonore plus 93. Action. Ça tourne au son. Ça tourne au son. Un podcast de Cinéma 93 et des Engraineurs. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites, là. Accourez vite. A pas l'air commode. Donc bonjour à tous pour ce nouveau podcast. Nous sommes les jeunes ambassadeurs avec ici Milan, qui est ambassadeur au 93 Le Méliès. Chérine. Jeune ambassadrice du bijou avec Raphaël. Nous sommes avec Emmanuel Chaumet. Bonjour Emmanuel Chaumet. Bonjour. Vous êtes producteur et fondateur de la société de production Etche Film, que vous dirigez depuis sa création en 2003. Vous avez accompagné de nombreux cinéastes aujourd'hui très reconnus. Parmi elles et eux, on peut citer Justine Triet, Bertrand Mandico, Sophie Le Tourneur et Antonin Perret-Jatko. Aujourd'hui, on vous rencontre à l'occasion de la sortie prochaine du film Baise en ville, deuxième long métrage de Martin Jova, qui sort sur nos écrans le 28 janvier prochain. C'est le moyen pour nous de revenir sur votre collaboration avec ce jeune cinéaste, et aussi plus globalement sur votre travail de producteur et sur vos missions au sein de Etche Film. Donc, comment est né votre désir de fonder Etche Film ? Est-ce qu'il y avait déjà des objectifs pour vous lors de la création de cette société de production ? Oui, forcément, des objectifs, c'était surtout de... Moi, j'avais déjà travaillé dans différentes sociétés de production, mais j'étais jamais dans la fabrication des films et dans la ligne éditoriale. Donc, j'avais un peu testé différents métiers du développement, de l'assistanat de production, du suivi financier, de l'administratif, mais je ne m'étais jamais essayé au fait de créer une ligne éditoriale et puis d'aller chercher des auteurs pour leurs films, c'est-à-dire pour leur sujet et pour leur approche de la mise en scène. Donc du coup, c'était mon objectif quand j'ai monté cette boîte, comme j'avais eu pas mal d'expériences précédemment, c'était surtout de collaborer avec des jeunes gens et de le faire assez vite. Donc c'est pour ça que j'ai commencé à faire beaucoup de courts-métrages. C'était justement pour pouvoir faire des films de A jusqu'à Z très très vite sans être coincé par la logique de l'argent et du financement qui est toujours quelque chose qui empêche d'une certaine mesure de produire. D'accord, moi j'ai une deuxième question pour vous. Quelle place occupez-vous actuellement dans le système de production français ? On fait beaucoup de courts-métrages, donc on a gardé on est très identifié avec la boîte sur tout ce qui est jeunes auteurs qui commencent en court-métrage, puis qui passent après au long. Et j'avoue que c'est ce qui m'amuse le plus, c'est d'être dans des rapports d'amitié avec les auteurs que j'accompagne. Et donc j'aime bien me dire que le gros de mon travail, c'est de mettre en confiance des jeunes gens pour qu'ils accouchent, entre guillemets. L'accouchement, c'est toujours un peu une métaphore un peu douloureuse, mais en tout cas que les choses se fassent dans des relations de confiance et d'amitié. Et donc je privilégie toujours le relationnel avec la personne avec qui je travaille. Je préfère passer à côté d'un film super de quelqu'un qui est insupportable ou avec qui je ne m'entends pas. Voilà. Mais ça ne veut pas dire non plus que je ne fais que des films avec des gens sympathiques, parce qu'il y a parfois des gens qui ont du talent et qui ne sont pas faciles. Mais c'est vrai que j'essaye de privilégier cette piste-là. Donc je rebondis sur ce que vous dites pour savoir, est-ce qu'actuellement vous cherchez une cohérence dans vos différentes productions comme un auteur-producteur, ou privilégiez-vous toujours le style du réalisateur ? J'essaye d'avoir une ligne éditoriale, mais alors je réponds aux deux, de façon pas contradictoire, mais c'est vrai que ma ligne éditoriale, c'est justement de ne pas avoir de ligne éditoriale. C'est-à-dire que j'aime bien pouvoir être... de surprendre à un endroit où les gens me disent tiens, ça lui ressemble, et en même temps ça lui ressemble pas, et si ça me ressemble pas, j'aime bien y être. Donc en fait oui, je suis beaucoup sur... En fait, je crois être un cinéphile assez éclectique, et donc je suis assez curieux de blockbusters américains, de films de genre, donc des films de baston. J'aime plutôt ça. J'adore la comédie, et c'est vrai que dans
dans ma cinéphilie, c'est vrai que les films qui sont importants pour moi, c'est souvent des comédies. C'est-à-dire pour moi, une bonne comédie, c'est quelque chose qui est ancré dans une réalité, qui raconte quelque chose qui nous est intérieur et en même temps qui a la prétention, par le rire, par l'approche de la comédie, a vocation à toucher le grand nombre. Et où on peut aller chercher à plusieurs niveaux. Donc voilà, donc effectivement, aujourd'hui, oui, ma ligne éditoriale, je suis très très soucieux qu'il y ait certains films que j'ai produits, que j'aime plus ou moins bien. C'est vrai que j'ai envie que ce soit cohérent. Et c'est comme ça que j'arrive à survivre d'un point de vue financier. C'est que, en général, quand je présente un film à un acheteur sur scénario, que je le présente terminé pour essayer de faire une vente en vidéo ou SVOD, j'essaye de me dire qu'il sait à peu près, quand c'est la boîte qui propose quelque chose, il sait à peu près à quoi s'attendre. Ça ne va pas être trop classique, ça ne va pas être trop politiquement correct. C'est plutôt là où, effectivement, j'essaye de créer une ligne éditoriale de film en film. Alors, je vais essayer de rebondir sur ce que vous avez dit précédemment. Est-ce que l'objectif de Etchefilm, c'est de privilégier les jeunes talents, les jeunes auteurs ? En tout cas, ouais, j'aime bien donner la carte à quelqu'un qui l'a pas encore. Ça m'amuse. Ça m'amuse parce que il y a forcément, du point de vue de tous les maillons de la chaîne, il y a toujours une curiosité, une fascination pour tout ce qui va arriver, tout ce qui va exister. Donc il y a toujours cette fascination-là. Et en même temps, c'est beaucoup de travail et il faut sentir les choses. Par exemple, moi je sais qu'avec Martin, avec qui je travaille depuis plusieurs années maintenant, je sais qu'à un moment donné, il s'est entouré de gens plus âgés que lui, éventuellement de gens que moi je connaissais professionnellement ou même amicalement, et je sais qu'il allait chercher là une expérience en se disant tiens, ça va lui faire gagner du temps. Donc voilà, donc l'idée de faire confiance à des jeunes gens, des jeunes talents, oui, c'est dans l'ADN de la boîte, mais j'essaie de marier ça avec mon expérience ou celle des gens qui m'entourent pour que ça ressemble vite à quelque chose qu'on peut produire, enfin, qui peut toucher du public aussi. Voilà. Donc oui, moi je suis toujours assez partant quand on me dit qu'on sort d'une école ou qu'on n'a rien fait, mais qu'on a une idée. Ce qui ne veut pas dire que je ne prends pas le temps de lire ou d'apprécier les projets pour ce qu'ils sont, à savoir proposition de sujet, proposition de mise en scène, enfin, des notes de réalisation, etc. Je suis toujours, je regarde ça. Mais c'est vrai que ce que je regarde beaucoup aussi, c'est le charisme que quelqu'un peut avoir. Parce que le charisme, il n'y a pas d'âge pour avoir du charisme. Il y a des gens qui ont 50, 60 ans, qui n'ont toujours pas de charisme, ils n'en ont jamais. Puis il y a des gens tout jeunes qui, dès leur premier truc, il y a quelque chose, quoi. On se dit, tiens, lui, il a une façon de parler, de s'exprimer, de motiver les gens autour de lui, parce que les projets de projets de film, c'est toujours des œuvres collectives, même si après, au fil des films, les gens ont l'impression que c'est eux tout puissants, qui décident de tout. Certains auteurs comme ça ont le melon. Mais de fait, faire un film, c'est des imprévus, des choses qu'on n'avait pas prévues, des choses qu'on pensait à cet endroit-là qui sont ailleurs. Voilà, et c'est un travail collectif. Donc, il y a plein de films comme ça où je sais, j'en ai en tête comme ça des films où je me dis, tiens, si on ne s'était pas planté sur ça, le film ne serait pas aussi bien parce qu'on a dû trouver une autre solution. Voilà. Et c'est ça qui est hyper excitant dans le métier. Et avec de jeunes gens, c'est vrai qu'on est plus à même d'être en situation de quelque chose qui n'était pas prévu. Parce que a priori, les jeunes gens ont moins de pression, ils ont moins envie de se dire qu'il faut faire comme ci, comme ça. Ils sont a priori plus libres dans leur tête pour se dire, moi, en fait, moi, ma référence, c'est ce que je vois sur mon téléphone ou machin, et ta référence à toi, je m'en fous. Et donc, dans cette proposition-là, il y a parfois souvent, il y a des choses à faire fructifier, à nourrir pour que ça soit intéressant, quoi.
J'avais eu la chance de venir sur le tournage du film Shanna, je vous en remercie encore, qui est réalisé par Lila Pinel et donc produit par Etche Film. Et j'ai vu que vous étiez présent sur le plateau, vous parliez avec, enfin en tout cas le jour où j'étais là. Il se trouve que j'étais là ce jour-là. Donc quelle place occupez-vous durant les tournages de vos productions? Est-ce que vous y rendez souvent? Il n'y a pas de règle en fait. Il n'y a pas de règle. Moi, là où il faut vraiment être présent, c'est au moment où on constitue les équipes et en préparation. Donc avant que ce soit trop tard, essayer de sentir les choses, sentir le fait que ça va fonctionner entre telle personne et telle personne, que peut-être au niveau du son, de l'image ou du décor, il y a peut-être un truc qui va être où il faudra peut-être plus présent, etc. Mais moi, mon objectif, c'est de ne pas être sur le plateau. C'est-à-dire que j'essaie d'y être le moins possible parce que je m'y emmerde. Avant, quand j'y allais, c'était pour faire de la régie, un peu de prod, mais au sens où il y a parfois des choses de production à gérer sur le plateau. Mais être sur le plateau pour assister, pour regarder tout ça, j'ai pas beaucoup de plaisir à ça parce que je sais que il y a un truc à ce moment-là qui est extrêmement exclusivement lié à l'alchimie avec les acteurs. Ça, c'est vraiment le truc. On fait les films. Moi, les films que je produis, c'est des films où il se passe quelque chose avec les acteurs. Et ça, de fait, c'est l'équipe mise en scène, donc le réalisateur, ses assistants, etc., qui mettent en place cette alchimie, ce truc-là. Moi, je trouve que moins il y a de regard extérieur, a fortiori de la production, qui a une approche aussi salariale par rapport à... Parce qu'un acteur, c'est un talent, c'est un charisme, c'est du jeu, etc., mais c'est aussi un contrat de travail, etc. Donc, j'ai l'impression que moins la production est visible, moins elle risque de perturber cette alchimie que le metteur en scène est susceptible de mettre en place. Et voilà. Donc parfois je viens quand il y a une cascade, parce que sur une cascade, il y a des problèmes de sécurité, puis c'est important d'être là. Je suis par exemple là quand il y a des problèmes des séquences de figuration, parce qu'il y a beaucoup de monde, etc. Donc ma présence là, à ces moments-là, elle est plus liée au fait qu'il y a des risques de production, entre guillemets, qu'il faut avoir... faut être là, quoi. Mais quand on tourne dans un appartement à 5 personnes, tout petit, etc., machin, il vaut mieux pas être là, quoi. Même si moi, ça m'intéresse de voir les films se faire, mais il se trouve qu'on gère aussi la post-production en interne. Donc finalement, assez vite, je vois les images le lendemain, le surlendemain, selon que c'est du cinéma ou de la pellicule ou du machin. Donc finalement, je reste connecté sans être forcément sur le plateau. Là, ce jour-là, il y avait un ami qui faisait du steadicam. C'était la première fois qu'il faisait du steadicam. Voilà, je me disais, bon, il vaudrait mieux que ça se passe bien pour lui par rapport aux autres, parce que il était un peu... voilà, donc il y avait des raisons pour lesquelles j'étais là. Puis c'était à côté de chez moi. C'était un bon argument. Alors, comment s'établit la confiance entre vous et votre équipe et les différents collaborateurs sur un projet de film ? Souvent la direction de production, parce que c'est l'une des premières personnes qu'on embauche avec le premier assistant réalisateur, le repéreur. Souvent, c'est des jeunes gens avec qui j'ai déjà travaillé sur des courts-métrages ou des gens qui ont fait de la régie, qui passent à la production. J'aime pas trop d'une certaine façon, à tous les métiers, j'aime pas les gens qui arrivent avec dire regarde mon CV, j'ai fait ça, j'ai fait ci. Parce que je trouve que il faut être curieux, il faut être ouvert, comment dire, il faut être humble, et puis il faut se dire qu'à chaque film c'est différent. Donc de base, les gens qui arrivent en disant j'ai fait ci, j'ai fait ça, je connais ci, je connais ça, j'ai tendance à m'en méfier. Voilà, mais donc la confiance, elle se crée d'abord par des discussions. Très très vite, on parle d'abord du scénario, bien entendu, du film, des films précédents, et puis après on tisse des liens en privilégiant bien sûr le rapport personnel que le réalisateur, la réalisatrice peut avoir avec ces personnes. Ça, c'est toujours important. Et puis voilà, après, on sent les choses. Parfois, on se trompe, donc il ne faut pas s'interdire tout d'un coup de faire machine arrière. Voilà, c'est forcément, c'est dans le dialogue et dans la discussion, quoi.
Après, d'expérience, c'est vrai que sur certains postes, maintenant, je vais un peu plus vite que probablement d'autres producteurs parce que j'ai l'expérience d'avoir connu tel fiasco, tel échec, ou au contraire d'avoir senti que ça marcherait, tout ça. Donc ça me permet d'aller plus vite pour parfois dire, écoute, moi je pense que c'est pas la bonne personne, mais après c'est toi qui décides. Mais voilà. Après, moi j'impose rarement, sauf si vraiment j'ai un réalisateur qui par principe, considère que j'ai rien à lui dire. Là, à ce moment-là, j'ai envie de lui dire, mais pourquoi t'es venu me voir, quoi. Toutes les questions, c'est pour ça qu'avec Martin, par exemple, c'est extrêmement fluide. C'est qu'on n'est souvent pas d'accord, enfin pas d'accord. Je vois les choses comme ci, lui voit comme ça, mais c'est toujours extrêmement fluide dans la discussion. Et quand je lui dis, écoute, moi je pense que je suis pas d'accord pour telle raison, il l'écoute, il fait la part des choses, il écoute pas. Enfin, mais en tout cas, j'ai l'impression que ce que je lui dis et la façon dont il rebondit dessus pour avancer, c'est exactement pour ça qu'il est venu me voir. C'est-à-dire que c'est pas... parfois, il y a des gens qui viennent me voir en disant « Tiens, j'aime beaucoup ce que vous faites, j'aimerais travailler avec votre boîte, etc. » Bon, c'est hyper flatteur, donc on se laisse toujours un peu avoir. Puis au bout de 2-3 réunions, on se dit « Mais en fait, tu ne te rends pas compte comment je fonctionne et comment la boîte fonctionne. Si tu es venu me voir pour ces raisons-là, alors que manifestement, dans la façon dont on avance, on n'y est pas, c'est que tu t'es trompé. Donc à un moment donné, moi j'ai envie de faire machine arrière. Alors après, c'est super compliqué de faire machine arrière quand on est avancé sur un film, malheureusement. C'était quoi la question? La confiance, c'est ça? La confiance entre Ouais. collaborateurs. Moi je suis un peu un sanguin, donc c'est vrai que la parole c'est un truc hyper important pour moi, et quand les gens me déçoivent, c'est vrai que je peux être un peu dur, quoi. Donc voilà. Je sais pas si ça répond. Enfin, Si, ça répond. Comment se passe la première rencontre avec des réalisateurs et réalisatrices à l'univers particulier comme Sophie Le Tourneur ou Bertrand Mandico? Sophie, c'est la première réalisatrice que j'ai rencontrée. Elle n'était pas réalisatrice, elle a dit, mais en tout cas, c'est la première personne avec qui j'ai commencé à faire des films. Donc on s'est rencontrés, moi j'étais dans une autre société et elle sortait de l'école, elle cherchait un stage. Et la rencontre s'est faite autour d'un intérêt pour un certain nombre de films que moi je plaçais très haut dans ma cinéphilie et qu'elle aussi plaçait assez haut. Et qui n'étaient pas des films de l'époque, c'est pas comme si on avait vu le dernier truc qui est sorti, quoi. C'était plus, c'était les films, je me souviens, les films de Rosier et puis les films de Biette, pour lequel que j'aimais beaucoup et qu'elle aimait beaucoup. Et donc on s'est rencontrés sur ça, puis après on a commencé à faire un premier court-métrage. J'ai monté la boîte en mettant un peu d'argent dans la boîte pour pouvoir faire son premier film, puis ça s'est enchaîné comme ça. Donc là c'était vraiment une histoire d'amitié. Et aussi se dire, tiens, elle était assez excitée à l'idée que un producteur, parce que moi à l'époque je bossais dans une grosse boîte, donc j'avais quand même un statut social que j'ai complètement mis sous le tapis. Enfin, j'ai complètement arrêté. Je suis reparti à zéro, quand même, en quelque sorte. Et donc, je crois que ça l'excitait pas mal de se dire que quelqu'un, à la fois, investissait sur son nom, puis investissait aussi de son travail pour y aller, quoi. Voilà. Et puis, Bertrand, c'était plus... il avait fait beaucoup de films avant qu'on se rencontre. Et puis, comme Antonin Perret-Jadko, c'est des cinéastes qui ont un univers formel très présent et qui sont très... comment dire? Enfin, c'est là, hein, voilà. Après, c'est des cinéastes, l'un comme l'autre, c'est pas un hasard si je les rapproche, c'est que l'un comme l'autre, ils avaient, quand je les ai rencontrés, ils avaient plus ou moins raté le coche. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas fait le film qu'ils auraient dû faire. Ils avaient perdu 3-4 ans à essayer de faire le film comme on leur avait dit qu'il fallait faire les films. Et moi, je suis arrivé à un moment donné où j'avais pas fait leur premier court-métrage, mais à un moment donné où moi, j'avais l'expérience d'avoir monté les premiers films de Sophie Le Tourneur, notamment, mais pas seulement. En tout cas, d'être dans des rapports avec le long-métrage complètement, dédramatisé. C'est-à-dire qu'il y a toujours dans l'idée en France peut-être dans le monde entier d'ailleurs, que faire un long métrage c'est forcément différent que de faire un court, que forcément différent. Et c'est vrai et c'est pas vrai. C'est-à-dire que
la relation de travail, la relation de confiance, le fait d'y aller à un moment donné, ça reste pareil, que ce soit un court-métrage ou un long-métrage. C'est pour ça que les gens qui sont... là, on est ici dans une maison où il y a un grand respect pour le court-métrage, et c'est super. Mais c'est exactement pareil, en fait. Et c'est ça que la plupart des financeurs et des producteurs oublient assez vite, c'est que finalement, quand il s'agit de faire un long métrage, il faut faire autrement. Il faut écrire, il faut financer, il faut faire comme si... Ah, mais là, il faut demander l'autorisation, parce que sinon, c'est pas bien. Ah, ben là, il faut... Ah, mais là, on peut pas faire ça. Ah, ben là... Et tout ça, en fait, pour des gens comme Mandico et Perejatko, c'est des choses où ils n'y arrivaient pas, quoi. Voilà. Donc, du coup, l'un comme l'autre, c'est des gens que j'ai rencontrés parce que j'aimais beaucoup leur court-métrage précédent. Mandico, j'aimais beaucoup son film d'avant qui s'appelait Borrow in the Box, que j'avais vu à Brive, qui était un film qui avait eu le Grand Prix là-bas. Perejatko, j'adorais tous ses films, Paris Monopole, Changement de trottoir, L'Opération de la dernière chance, ça c'est des courts-métrages qu'il avait fait avant qui étaient super, que j'adorais. Et l'un comme l'autre avait déjà eu un long-métrage qui était en préparation, écriture, partiellement financé, décalé, puis abandonné, etc. Et donc c'est des gens que j'ai rencontrés, ils étaient là, et la seule chose que j'ai faite, c'est que j'y suis allé en me disant... il n'y a pas besoin d'attendre plus, il faut y aller. Donc effectivement, ils ont fait leur premier film avec moi dans des conditions financières extrêmement dures, parce qu'il n'y avait pas très peu d'argent pour faire les films. La fille du 14 juillet, ça s'est fait pour... premier tournage pour 250 000 balles, le deuxième pour 80 000, et au final, le film, il coûtait 400, 450, 500 000 balles. Ce qui était tout petit pour un film en pellicule. Et Mandico, on est parti sur Les Garçons Sauvages. On avait beaucoup plus, mais entre-temps, moi, j'avais pris quelques années d'expérience. On a eu beaucoup plus parce qu'on a fini par avoir l'avance sur recette du CNC. Mais c'est pareil, c'est un film qui s'est fait sans télé et sur lequel, au départ, on avait juste un petit million pour faire le film, alors qu'il en valait un 7, un 8, quoi. Et donc, dans ces deux cas, c'était la relation, elle s'est vraiment faite sur la cinéphilie. Moi, j'étais complètement dingue de leur film et je me disais, mais pourquoi dans les festivals, les salles sont pleines et les films ont des prix, et tout d'un coup, quand c'est des longs métrages, on leur dit de ne pas faire comme ça. Perejatko disait, il ne faut pas tourner en pellicule. Ah ben non, mais tu ne peux pas faire ça, c'est impossible, etc. Et tout ça, en fait, était de nature à moi à m'exciter, à me rendre le défi d'autant plus intéressant que les autres se disaient, mais non, ça ne peut pas exister comme ça. Moi, le truc de Perejatko, c'est ce mec-là a raté le coche, il a fait 15 courts-métrages, il fera jamais de long-métrage, quoi. Ça me rendait... Voilà. Pour rebondir un peu sur cette production-là, on a évoqué du coup Sophie Le Tendeur et Bertrand Mandico, qui ont tous les deux un aspect social fort dans leurs films. Social et politique, surtout chez Mandico, avec la question du genre, notamment dans Les Garçons Sauvages. Comment envisagez-vous du coup de faire des films sur des sujets comme ça qui sont pas forcément très attrayants pour le public? Je suis pas sûr de bien comprendre. Je suis pas sûr que ce que je vais vous répondre ne soit pas interprété. Pour moi, c'est pas vraiment des films sociaux. Il y a une lecture sociale, mais ils sont pas en tant que tels. Ils sont pas. J'ai l'impression que les appréhender comme des films sociaux, ça les réduit, ça les met dans une case qui me semble pas être la bonne case, en fait. C'est-à-dire que c'est des objets contemporains, donc en tant que tels, ce sont des objets sociaux qui se traitent à ce type d'analyse. Mais pour moi, c'est vraiment, au départ, c'est vraiment pas le truc, quoi. Et donc, si je peux résumer un peu ce qui peut les réunir, c'est quelque part, c'est des films où ce qui se raconte, ce qui se dit est vraiment extrêmement singulier, c'est-à-dire que c'est pas ce qu'on peut trouver dans la production littéraire. Enfin, ça peut se trouver dans la production littéraire, mais avec une potentialité comme ça d'ouverture sur le grand public beaucoup moindre, parce que la littérature, malheureusement, ça parle pas à beaucoup de gens. Et si on se cantonne à l'audiovisuel,
c'est pas la production télévisuelle, maintenant il y a les plateformes, donc à l'époque c'était la télé. Et donc du coup, ce qui pour moi les réunit, c'est un peu des punks dans la façon d'aborder mais même le tourneur, même les premiers étriers, c'est à chaque fois, pour moi, c'est des gens qui sont qui ont vraiment un regard. C'est une parole qui est extrêmement comment dire, utilisée à mauvais escient. Enfin, je sais pas comment dire, mais c'est vraiment pas formaté, quoi, en fait. Et c'est ce qui, pour moi, en fait du cinéma. C'est-à-dire que je pense que les gens qui vont au cinéma, ils ont besoin qu'il se passe quelque chose dans la salle qui se passe pas ailleurs, quoi. Alors, souvent, maintenant, les salles pâtées qui construisent des écrans toujours plus grands, avec des sensations toujours plus grandes, se disent que la sensation, c'est l'aspect technique qu'il y a autour, le fait que vous y allez avec votre chérie, et que vous payez 30 balles, et que vous avez une coupe de champagne, ou qu'il se passe des choses sous vos fesses parce qu'il y a du son qui sort, j'en sais rien. Enfin, pour eux, c'est ça la conception du truc un peu spécial qui se passe en salle. Mais pour moi, c'est vraiment ce qui se passe à l'écran. Et ce qui se passe à l'écran... il n'y a pas beaucoup de cinéastes qui arrivent comme ça sur des sujets à essayer de mettre en scène un truc qui ne se voit pas ailleurs, quoi. Je ne sais pas comment dire. Est-ce important de réaliser, d'être fidèle à un auteur comme c'est le cas avec Martin Jova depuis la production de ses courts-métrages? Ça permet d'aller plus vite. J'ai conscience que pour lui comme pour moi, il peut y avoir le risque tout d'un coup de ne pas se poser les bonnes questions qu'on se pose quand on ne se connaît pas. Donc c'est toujours un truc qu'il faut avoir en tête. Moi, je vois, il y a beaucoup de cinéastes que j'ai produits qui sont partis, dont certains j'aurais bien aimé continuer à produire, mais ils sont allés voir ailleurs. Et ça m'a toujours rendu assez triste. Et en même temps, je me suis dit, le fait qu'ils soient partis, ça m'a permis de découvrir d'autres gens, d'avoir des relations avec d'autres gens. Donc j'ai positivé le truc comme ça. Et à chaque fois, je me suis dit, par exemple pour Justine Triet, mais pas seulement, je me suis dit, tiens, si moi j'avais produit le film, peut-être j'aurais pas fait comme ça. Et peut-être que du coup, ça serait pas bien, mais peut-être que... voilà, donc du coup, il y a toujours cette idée quand il y a fidélité. Là, par exemple, avec Martin, on est en train de préparer son prochain film. Il a envie de rester fidèle à un certain nombre de choses, des techniciens, des acteurs, tout ça. Et puis quand on parle comme ça, et je trouve ça hyper excitant de se dire qu'on a ce dialogue-là, on se dit, tiens, ah oui, mais est-ce que c'est pas un peu facile de reprendre machin, acteur, technicien? Ah, mais si on a lui, on va retomber dans ce truc-là. Et c'est vrai que du coup, on essaye de pas faire les mêmes choses. Dans ce métier, si on fait 2 fois la même chose, c'est chiant, quoi. Et les gens me disent, ah tiens, on va filmer les Jeux Olympiques sans autorisation. Vous l'avez fait dans la bataille de Solferino, est-ce qu'on peut pas le refaire? Moi je dis, non, justement, j'ai déjà fait, ça m'intéresse pas, quoi. J'ai pas envie de refaire ce truc-là. Donc c'est vrai que la fidélité c'est bien, et voilà. Et après, il y a toujours cette idée dans la fidélité de se dire qu'on avance, qu'on grandit ensemble. Mais le problème, c'est que pour beaucoup de gens, y compris pour beaucoup de réalisateurs, grandir, ça veut dire faire des films plus chers. Et moi, c'est pas mon objectif. Ça, même à la limite, ça me fait un peu chier, parce que qui dit plus cher dit plus de pression, qui dit plus de pression dit moins de liberté. Et donc, je suis pas sûr que j'ai vraiment, que ce soit vraiment mon critère. Voilà. Après, là, le film qu'on va écrire, c'est un film où il y a des cascades, il y a des séquences avec beaucoup de figuration, il y a des bastons, tout ça. Donc du coup, c'est des choses où il faut mettre un peu les moyens pour que ce soit bien. Donc ça, oui, ça m'excite, parce que je me dis, on l'a pas fait avant, ou on l'avait fait comme ça, là, il faudra faire... Donc ça m'excite, mais l'idée simplement d'appliquer les mêmes recettes, puis juste d'augmenter les cachets de tout le monde, et puis de faire le film plus cher, avec plus de monde, vraiment pas mon truc, hein. Alors, comment on accompagne un cinéaste dans son projet afin qu'il reste fidèle à son univers, à ses envies ou à sa façon de faire des films?
Je dirais que c'est le principe d'un cinéaste, c'est qu'il il se dissout pas dans ce genre de contraintes de production. Donc moi j'aborde ça avec, j'espère, de l'humilité et j'y vais quand je suis pas d'accord, j'y vais mollo pour pas imposer comme ça, hein, voilà. Mais je serais tenté de dire que c'est le principe même des gens que j'accompagne, c'est qu'ils ils ont un univers et ils s'y tiennent et ils lâchent pas le truc pour de vulgaires problèmes de production. Donc je renverserais plutôt la question en disant que c'est justement pour ça que c'est des auteurs, c'est qu'ils savent ne pas se perdre dans ce processus de production. Et donc justement, avant de produire un auteur, faut quand même qu'il y ait un peu de rentabilité avec le film. Et donc, qu'est-ce qui fait pour vous qu'un film va fonctionner auprès du public et va plaire ou pas? Il y a clairement des films que j'ai produits moi en me disant tiens, il faudrait que ça marche. Enfin, moi, le pire, que ce soit de faire 4000 entrées, d'en faire 60 000, c'est pas, ou 200 000, il y a toujours, c'est par rapport à ce que ça a été pensé, c'est soit ça marche, soit ça marche pas. Il y a des films super que j'ai produits qui n'ont pas fait beaucoup d'entrées et c'était un échec. Puis il y en a et puis parfois je me suis dit bah oui non mais en fait c'est les 4-5 000 entrées qu'on a fait sur des films comme Bête Blonde de Maxime Matra et Alexia Walter, qui sont des auteurs à qui je travaille depuis longtemps. C'était vraiment dur parce que je pensais que le film pouvait en faire un peu plus. Mais j'étais pas non plus dans l'idée que c'était un film qui ferait 50 000 entrées. Donc le pire, c'est effectivement quand dans ces petits chiffres qu'on pense éventuellement quand on fait des films vraiment très indépendants avec des tout petits budgets, dans ces économies-là, c'est vrai que c'est dur de se dire qu'on fait un peu en dessous que ce qu'on avait imaginé. Mais moi, je fonctionne jamais dans l'idée que les entrées, c'est ça. C'est juste à un moment donné, un auteur me dit moi, je veux tel type de moyens. Je lui dis si tu veux tel type de moyens, il faut qu'on soit financé. Et si on doit se financer, il faut aller chercher un certain nombre de guichets. Et auprès de ces guichets, il faut qu'on puisse actionner quelques arguments. Soit le scénario, soit le casting, soit le fait que le film se fait de façon très très serrée. Enfin voilà, il y a toujours un truc qu'il faudra prendre en compte. Mais c'est une discussion qu'on a avec l'auteur. Donc moi, on vient en général me voir pour des films qui ne sont pas des films de marché, c'est-à-dire des films sur lesquels, a priori, si on prend telle et telle personne au casting, ça va se faire, ça va être plus ou moins bien, mais ça va se faire. Moi, en général, on ne vient pas me voir pour ça. Il se trouve que dans les films que j'ai montés, il y a quelques films qui répondaient à cette logique-là. À savoir, tiens, si tu as tel acteur, ça serait quand même mieux. Il se trouvait que c'est comme ça que ça s'est fait, donc ça m'a permis de faire les choses de façon plus facilement, financièrement. Voilà, et puis c'est vrai que cette logique-là, c'est celle qui se dessine dès qu'on va chercher un distributeur pour faire le film. Le distributeur, c'est celui à cet endroit-là, très en amont de la fabrication d'un film. Le choix du distributeur, c'est aussi le choix de se dire c'est un film qui peut trouver son équilibre financier autour de 25-30 000 entrées, ou 60-80, ou 200 000, ou 1 million, 1,5 million, etc. Et en fonction de ça, il y a des typologies de distributeurs et il y a des stratégies de financement qui sont différentes. Donc voilà, moi, des films de marché où il fallait parler casting et se dire qu'il y avait une pression si ça faisait pas d'entrée, j'en ai fait 3 dans ma vie, quoi. Qu'est-ce qui, d'après vous, a autant plu dans La bataille de Solferino de Justine Triet, sorti en 2013, premier long métrage d'une réalisatrice aujourd'hui mondialement reconnue? Et est-ce que déjà au moment de la production de ce film, vous sentiez l'ampleur de son œuvre qui naissait? Ouais. Depuis un petit moment, parce que j'avais vu son premier court-métrage qu'elle avait fait en sortant des Beaux-Arts, qui était un film, elle avait filmé les manifestations de 95, je crois, 95. Le CPE, les contrats... enfin bref, c'était des manifestations à Paris qui dégénéraient et
Et elle avait filmé ça avec plusieurs potes, avec des petits téléphones, tout ça. Et déjà, il y avait elle savait filmer la tension, elle savait vraiment, elle avait déjà beaucoup de talent à ce moment-là. Et après j'ai fait les cours avec elle. Pas tout de suite, parce qu'entre-temps, elle avait fait un autre film avec un autre producteur. Et voilà, donc oui, quand on a préparé la bataille de Solferino, il y avait une équipe autour d'elle qui étaient des jeunes gens dont je sentais qu'ils avaient une capacité comme ça à être incontournables. Des techniciens, des acteurs, Vincent McCain, Arthur Harari, puis même dans l'équipe technique, voilà, je sentais qu'il y avait des... Voilà. Et puis il y avait, pour la première fois, je pense, et là où j'étais, moi, extrêmement excité, c'est qu'il y avait un défi technique lié au fait que c'était un film qui allait se tourner avec quasiment que des petits appareils photo, à part une caméra principale, mais techniquement, il y avait un truc qui faisait que ça se préparait un peu comme un casse ou comme un braquage, avec des moyens que nous permettait l'époque. C'est-à-dire qu'on n'aurait pas pu faire un braquage comme ça 10 ans avant, et si on le faisait aujourd'hui, ça serait encore autre chose. On ferait avec des téléphones et machin. Et donc voilà, donc il y avait dans cette envie-là de faire un braquage quand même, comme ça, je sentais qu'il y avait un truc hyper excitant et que ça valait le coup d'y aller. Ouais. Parce qu'on n'a pas été financé tout de suite, on a été financé très vite, mais pas tout de suite. Et on avait déjà commencé le tournage. Donc il y avait vraiment un vrai risque de faire le film pour 100, 120 000. Bon, il se trouve qu'en cours de route, on a pris l'avance sur recette, donc on est en cours de route, on est monté à 650, mais au moment où on est parti, il y avait ce risque-là. Ouais. Et oui, j'étais chaud sur le film. Là, j'ai vachement suivi le tournage, la préparation, le tournage du premier tour, le tournage du deuxième tour, le casting, Laetitia Doche, McCain, tout ça, j'étais vraiment très... Ouais, c'est un des films que j'ai le plus suivi en fabrication, parce qu'en plus j'étais directeur de prod quasiment sur le film. Donc c'est moi qui faisais un peu tout en prod. Quelles ont été vos attentes concernant votre récente production du film Affection, réalisé par Alexia Walter et Maxime Martet, qui sortira Mattray, qui sortira en avril 2026. Et c'est quoi le début de la question? Mon attente, mes attentes? Quelles ont été les attentes, oui. Énorme, parce que j'aime beaucoup ce qu'ils font. J'aime beaucoup le film. J'aime beaucoup les acteurs qui jouent dans le film. Je vais les citer: Agathe Bonitzer, Nathalie Richard, Marc Susini, Christophe Paou. Et c'est du cinéma comme il s'en fait pratiquement plus. Donc c'est quasiment... alors que c'est malgré tout pas classique, mais c'est relativement... c'est un cinéma très littéraire et dont les enjeux sont des enjeux narratifs relativement classiques, entre guillemets. Il y a des choses formelles qui sont étonnantes, mais qu'on a déjà vues dans des films de l'histoire du cinéma, je vais dire, pour être très large. Voilà. Et comme ils ont une culture qui est pas ancrée dans les enjeux de l'audiovisuel actuel, on va dire, et on a du mal à percer. Donc j'ai d'énormes attentes, et en même temps, c'est des attentes qui sont en train d'être déçues, entre guillemets, parce que je comprends pas que ce film-là ait pas plus d'accueil critique à ce jour. Donc voilà, ça m'attriste. En même temps, je me dis il faut y aller, il faut pousser avec le distributeur UFO. Faut qu'on crée le désir autour de ce qu'ils font, et de ce film-ci en particulier. Et c'est vraiment triste, parce que c'est vraiment des gens très, très humainement formidables, très, très intelligents, très cultivés, et qui ont juste un défaut, c'est qu'ils ne sont pas du tout dans les réseaux sociaux, et ils ne sont pas du tout à se mettre en avant, comme 99% des cinéastes. Donc ils souffrent d'une espèce
de manque de notoriété et au mauvais endroit. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui n'ont pas de notoriété parce qu'ils font des films juste invisibles ou qui n'ont aucun intérêt. Et puis il y a des gens qui sont extrêmement visibles alors que ce qu'ils font, c'est pas très intéressant. Et voilà. Et eux, ils sont à un endroit où, de base, ils veulent pas communiquer sur leurs images, sur leur image, ou ils sont pas Facebook, ils sont pas Instagram. Voilà. Mais voilà. Donc mes attentes sont assez hautes et ce qui est un peu flippant, c'est que je me rends compte qu'il y a peut-être 5-6 ans, je pense que le film aurait pu être à des endroits, dans des festivals ou dans un accueil critique qui aurait été beaucoup plus haut que celui d'aujourd'hui, parce que je pense en 4-5 ans, il y a une espèce de sabordage comme ça de tout l'outil critique et cinéma de recherche qui est en train de s'écrouler en France, qui fait que même des endroits où, je vais dire des trucs, même un festival comme le festival de La Roche-sur-Yon qui a tenté de concurrencer le festival de Belfort sur des dates, sur des logiques d'exclusivité, etc. Voilà. Aujourd'hui, qu'il a complètement quasiment tué le festival de Belfort, maintenant il veut faire du cinéma commercial pour être au niveau du festival de Bordeaux qui lui ne s'en est jamais caché. Et donc par exemple sur cette période-là de septembre à octobre, sur ces 3 festivals, on fait aucun des 3 et ça m'attriste parce que on en reparlera dans 5-6 ans, mais dans 5-6 ans je sais que moi je serai encore là avec ces films-là et que eux, je sais pas ce qu'ils feront. Peut-être ils feront des films avec Muriel Robin, j'en sais rien. Je dis ça parce qu'elle était à La Roche-sur-Yon, ce qui paraît complètement ahurissant. Mais bon, voilà. Donc j'ai d'énormes attentes sur le film. Vous avez évoqué le rôle de la critique. Et vous, en tant que producteur, est-ce que vous attendez de la critique quelque chose en particulier ou pas plus qu'un réalisateur ou aucun acteur? Il y a des réalisateurs qui sont extrêmement... qui regardent les critiques et qui sont extrêmement... Voilà. Moi, comme cinéphile, j'aime bien ne pas lire les critiques avant de voir les films. Et dans la critique, ce que j'aime souvent, c'est les entretiens de cinéastes. Je trouve que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. Je ne suis pas complètement sûr que le fait d'écrire sur des films et donner envie de les voir, ce soit un exercice... il y a deux exercices différents. J'aime en lecture de critiques, moi j'adore les critiques de Libération parce que c'est les sorties du mercredi, ça arrive le matin... c'est toujours de mauvaise foi, mais pas que. Il y a toujours... voilà, donc moi, j'ai beaucoup de plaisir à lire ça, même si je vois pas les films, juste pour entendre, écouter, lire ce qu'ils en pensent. J'aime beaucoup ça. Mais voilà, il y a plein d'espaces critiques qui ont un peu disparu. Je sais qu'à l'époque, je lisais un peu les critiques dans les Inrocks. Alors maintenant, les Inrocks, ça n'existe plus en papier. Le Monde... les anciens du Monde, ils ont pris quelques années. Maintenant, ils s'intéressent un peu moins aux jeunes cinéastes. Mais il y a des nouveaux qui arrivent. Et puis la critique, elle n'est pas construite de la même façon dans des journaux comme ça. Mais en gros, le gros de la critique, c'était en radio, c'est France Inter, France Culture. En télé, il y a un espace chez France Télé et Canal. Mais ça a toujours été un peu l'expression d'un certain cinéma commercial qui est très bien, et ils font ça très bien. C'est pas forcément ça que j'écoute ou que je regarde, mais après en presse, effectivement, Libé, je trouve qu'ils ont gardé quand même une bonne patte. Et je suis pas très blog, je regarde pas trop les sites, les Sens Criticat, Sens Critique, tous ces blogs-là. Là où les cinéastes, eux, les regardent vachement parce que comme ils sont assez souvent connectés. Moi, je suis très peu connecté, donc j'arrive à survivre à quelques mauvais papiers dans la presse web. Alors que la presse papier, ça me fait plus mal. Mais ouais, moi, je la lis beaucoup. Je la lis beaucoup, ouais, mais... et ça me touche forcément.
Mais je trouve qu'il y avait des bonnes plumes à une époque. Enfin, vous étiez pas né, donc c'est pour ça que vous êtes jeune ambassadeur. Mais il y a eu une grande époque de la critique papier, des trucs vraiment même historiquement, il y a des choses qui sont restées, quoi. Gérard Lefort sur Libération, qui faisait les premières pages sur les gros films de Rapneau, avec, je me souviens des trucs, mais il y avait une espèce de... Ils y allaient, quoi. Voilà. Et c'est vrai que ça paraissait hyper violent, mais en même temps, la violence de ces films, ces blockbusters qui sortaient à l'époque, elle était énorme aussi. Donc, quelque part, lui-même, il répondait avec sa propre violence, quoi. Mais c'est vrai que c'était des trucs, on n'ose plus maintenant faire des trucs comme ça, mais il y avait un sens du titre, de l'accroche. Et j'aime, en fait, dans la critique, la mauvaise foi aussi qu'il peut y avoir avec... Je crois qu'il y avait dans Le Masque et la Plume, il y a toujours un critique qui disait je n'ai pas vu ce film et je vais vous en parler d'autant mieux que je ne l'ai pas vu. Et il parlait pendant 10 minutes, il bloquait là. Et voilà, et il disait pourquoi il n'aimait pas le film qu'il n'avait pas vu. Donc j'aime ça aussi, voilà. Du coup, nous arrivons sur la dernière question. Avez-vous des perspectives pour la suite ou des ambitions pas encore atteintes avec Edge Film? Oui, bien sûr, hein. Alors, d'abord, financièrement, j'aimerais bien que la boîte puisse trouver un jour un équilibre qui me permette, moi, de pouvoir faire d'autres choses à côté. Donc ça veut dire à un moment donné que mon catalogue puisse générer plus de recettes, donc pour que la structure soit puisse se suffire à elle-même sans que à chaque fois il y ait des nouveaux trucs, une nouvelle prise de risque et des nouveaux voilà. Donc ça c'est mon premier objectif. Mon deuxième objectif, ça serait là il y a pas mal de films que j'ai signés là de jeunes gens où je me suis un peu dit qu'il fallait que j'y arrive, donc voilà, là je me suis mis une petite pression pour les 2-3 prochaines années. Voilà, puis après ça peut être intéressant pour moi aussi de me dire un jour qu'avec Martin on peut sur le très long terme se dire que assez régulièrement on refait des films ensemble sans que ce soit la routine et toujours les mêmes choses. Mais voilà, donc ça c'est un peu mes objectifs là, et puis après c'est vrai que je continue de me dire que ça serait super que, je vais dire n'importe quoi, mais qu'à Clermont l'année prochaine j'ai un film en compétition, ça continue à m'exciter. Ça serait super qu'à la quinzaine des réalisateurs ou à la semaine de la critique on ait quelque chose, qu'on aille à Venise cette année, parce qu'on n'y est pas allé, enfin si on y a été pour un cours. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été à Berlin, voilà, j'aime bien me dire ce genre de truc, à savoir continuer comme ça sur un certain nombre de places de cinéma, à se dire qu'on est encore identifié, qu'on a encore des choses à montrer et à défendre. Voilà. Après, il y a un cinéaste argentin que j'accompagne depuis longtemps, que j'ai envie de continuer d'accompagner, et qui est un mec avec qui je m'entends super bien, et j'aimerais un jour qu'il puisse être correctement financé en France, que ses films soient plus visibles en France, même s'ils le sont déjà. C'est Benjamin Nachtat. Voilà, donc lui effectivement je me dis il faut ça peut encore prendre quelques années, quelques films avant que ça vive tout seul ou que ça vive autrement, quoi. Voilà, et puis là on a beaucoup de films qui vont sortir cette année, donc il y a aussi soit c'est des films qu'il faut pousser pour que ça existe vraiment auprès des distributeurs qui les ont acquis et donc qui vont le distribuer. Donc il y a Bézanville et puis Affection. Soit j'ai une coproduction aussi avec une animation avec le film de Momoko Seto qui s'appelle Planète, qui va sortir aussi en mars. Donc ça c'est des films sur lesquels il y a des partenaires qui vont faire le travail, mais moi il faut vraiment que ça existe pour que je m'y retrouve moi aussi d'un point de vue de ligne éditoriale, on va dire. Et puis il y a des films sur lesquels il n'y a pas de distributeur, qui sont des films que j'ai fait ouvertement en sachant qu'il
il n'y aurait pas beaucoup de marché, mais qu'il y avait un truc à faire parce que c'était intéressant d'accompagner les auteurs et de faire ces films. Donc là, j'en ai deux en tête. Un film de Marie Vermillard et un film d'Isabelle Prime, qui sont des cinéastes que j'accompagne moi depuis assez longtemps. Et comme c'est pas assez dans le marché, maintenant c'est des films où finalement c'est à moi de faire la distribution. Donc parmi les projets que j'ai, il y a l'idée effectivement de pouvoir défendre ces films aussi hors économie mainstream, être plus dans de l'artisanat, pouvoir défendre ces films jusqu'au bout, quoi. Voilà. Merci beaucoup Emmanuel Chomet pour cet entretien. Merci. Merci. Et peut-être à bientôt. C'était l'interview d'Emmanuel Chomet, producteur et fondateur de la société de production Etchefilm, dont vous pourrez découvrir les prochains films Baise en ville et Affection les 28 janvier et 15 avril 2026 dans nos salles. À bientôt pour un prochain épisode du podcast Ça tourne au son. Soyez à l'écoute.